Bonjour. Bon, donc je vais vous présenter une bibliographie d'un auteur qui est très particulier, en fait, pour l'histoire du cinéma, parce que cet auteur est un fonctionnaire qui a produit énormément d'ouvrages directement liés à sa profession. Et je peux dire que c'est assez rare de trouver une si grande production liée à une profession de la part d'un fonctionnaire. Encore aujourd'hui, l'ouvrage le plus connu de Paul Léglise, en fin de compte, souvent il est écrit Le Glise, mais je crois que définitivement c'est Paul Léglise. Histoire de la politique du cinéma français, paru entre 1970, dépôt légal 4e trimestre 1969 pour le premier tome, la Troisième République, et 1977, tome second, Entre deux républiques, reste l'ouvrage de référence le plus complet pour l'étudiant ou l'archiviste et toute autre personne qui désire disposer d'une synthèse sur l'histoire du cinéma, vue non dans ses dimensions purement artistiques ou économiques ou juridiques, mais dans ses dimensions réglementaires, législatives, institutionnelles, globalement politiques. Je vous propose de suivre l'œuvre de Paul Léglise au fil de sa carrière, après une rapide vue d'ensemble, en prenant d'abord comme pivot l'année 1969, c'est-à-dire l'année du dépôt légal de son histoire de la politique du cinéma français. En fin d'exposé, je prendrai quelques exemples pour répondre à notre titre, un outil de contextualisation pour l'histoire administrative ou pour l'histoire de l'administration, mais je crois qu'une partie de ma conclusion rejoindra celle de Marine Zelber. Bon, les dossiers de Paul Léglise, seule l'étude précise de sa bibliographie peut nous faire connaître Paul Léglise dans ses préoccupations et dans son apport à l'histoire du cinéma. Est-il d'ailleurs encore vivant? Nous ne savons rien de sa vie privée et c'est très bien, nous n'aurons pas besoin d'y passer du temps. Nous ne disposons pas non plus de son dossier de carrière et il ne bénéficie même pas d'une notice dans Wikipédia pour vous dire qu'il n'est connu que des seuls spécialistes. En revanche, il devait être bien connu à l'époque de la parution du premier tome de son histoire de la politique du cinéma français, puisque ni l'éditeur ni le préfacier Fernand Théroux, à l'époque professeur à l'Institut d'études politiques, directeur de l'Institut français de presse, n'avait jugé utile de le présenter. Mais la bibliographie de l'auteur, imprimée juste à la suite de la page de titre et que je vous montre ici, est assez parlante. Donc, j'espère que vous pouvez lire. Bon, globalement, quand on voit cette présentation qui court de 1957 à l'année de la parution, 1967 pour la dernière année, on voit on peut en tirer tout de suite quelques conclusions. En 1969, Paul Léglise a déjà publié 6 ouvrages et un 7e est mentionné comme apparaître. Tous les titres ont trait au cinéma. Les éditeurs et les publications sont de 3 sortes. Soit ce sont des éditeurs spécialisés dans les ouvrages sur le cinéma, édition de Bresse, édition Pierre L'Herminier, soit il s'agit de la Librairie générale de droit et de jurisprudence, agent de vente en France pour le titre paru en 1967, c'est-à-dire l'avant-dernier de la liste, la distribution commerciale des films culturels, édité par le Conseil de l'Europe, et L'Herminier et cette librairie générale de droit de jurisprudence fut le premier éditeur de l'histoire de la politique du cinéma français,
j'ai oublié. Le volume a été racheté par l'Herminier, et si vous voyez par exemple l'exemplaire de la Cinémathèque, de la bibliothèque du film, on voit, ou aussi l'exemplaire de Paris 8, on voit qu'il y a l'édition de l'Herminier qui est rajoutée par-dessus l'édition de la librairie de droit et de jurisprudence. Soit ce sont des publications administratives ou institutionnelles. L'UNESCO, vous voyez, avec des traductions français, anglais, ou arabe, japonais, italien, etc. L'UNESCO, le Conseil de l'Europe, donc nous pouvons tout de suite noter la dimension internationale du travail de Paul Léglise, du fait des accords passés entre la France et ses institutions à propos de la ces institutions internationales, à propos de la libre circulation commerciale des films culturels. Et le CNC lui-même, ici par la tutelle qu'il exerce sur le Comité national du cinéma, d'enseignement et de culture, qui a édité le premier titre de la liste, c'est-à-dire le droit du cinéma non commercial. Ce droit du cinéma non commercial fait partie des occupations de Paul Léglise. Ça concerne le cinéma éducatif, les circuits des ciné-clubs, le cinéma scientifique, le cinéma d'art et essai. L'essai c'est un rapport en quelque sorte de 70 pages et il est paru en 1957. Ces ouvrages abordent presque tous le cinéma dans ses dimensions industrielles, commerciales, juridiques et de politique publique, mais tous ont un rapport à l'éducation et à la culture. La plupart sont plutôt de la taille de gros rapports et d'articles rédigés dans un cadre professionnel. Ce cadre professionnel, l'annuaire administratif nous le donne. Dès l'année 1950, on voit Paul Léglise en responsabilité à l'éducation nationale. Mais avant d'aborder cette période et la suite des titres, et pour rétablir un ordre chronologique plus naturel, j'évoquerai la publication la plus ancienne que j'ai trouvée. Je pense que ma recherche n'a pas été exhaustive, j'ai toujours des surprises. Donc, la publication la plus ancienne que j'ai trouvée, elle a été signalée par notre auteur dans la bibliographie de son histoire, de la politique, du cinéma français. Bon, désormais, je ne dirai seulement que histoire. Les débuts de Paul Léglise, son début de carrière, on le voit déjà érudit, déjà cinéphile, mais inconnu du public. Dans cette bibliographie, au chapitre de la censure, Paul Léglise nous renvoie au numéro 3 à 8, paru de juillet 1946 à mai 1947, du bulletin de l'IDEC, dans lesquels il nous signale qu'il a établi une bibliographie générale relative à la censure des films. Il s'agit d'une enquête menée par la rédaction du bulletin, sous la direction de Jean-René de Brix, dans la rubrique visée sur le thème « Le cinéma et la morale ». Les 5 questions auxquelles les lecteurs et personnes engagées sur ce problème sont invités à répondre peuvent se résumer ainsi. La censure est-elle légitime et si oui, laquelle? Au fil des numéros sont exposés les points de vue des marxistes, des catholiques, des artistes et des techniciens, des critiques, des éducateurs. Parmi eux, un juge, un médecin, le directeur adjoint des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire au ministère de l'Éducation nationale. Enfin, dans le bulletin numéro 8, que Paul Léglise a signalé à notre attention, vient la réponse de Georges Huysmans, président de la commission de contrôle des films de l'époque. L'ancien sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts répond évidemment sur la façon dont il conçoit sa nouvelle mission. À la suite de chaque exposé, Paul Léglise donne la bibliographie correspondant à la doctrine exprimée. Ainsi, suite à l'exposé de la doctrine marxiste, il donne une page de bibliographie où sont largement commentées, entre autres, 2 œuvres de Roger Garaudy et l'ouvrage de Marchand et Weinstein, Le cinéma en Russie.
Paris 1927. Autre exemple, à la suite de la réponse de Georges Huysmans, il cite la thèse de doctorat de droit soutenue en 1934 par Jean Bacal, la censure cinématographique, thèse sur laquelle il s'est appuyé pour son histoire de la politique du cinéma, c'est pour ça que j'insiste. Cette thèse, c'est difficile de la trouver. Elle n'est pas répertoriée sur le catalogue BNF, et je pense qu'elle se trouve... pourtant, il y a un imprimeur, mais je pense qu'elle se trouve à la faculté de droit. Bon, c'est une recherche à faire. Alors, voici ce qu'il dit de l'ouvrage de la thèse de Jean Bacal. Courte esquisse de l'histoire de la censure des spectacles en France, analyse des bonnes influences, citation de M. Guichard, ancien directeur de police judiciaire, estimant que le cinéma est la principale cause de décroissance de la criminalité, et plus en détail, des influences néfastes au point de vue criminalité, licence, politique et sociale. Étude de la censure au triple point de vue législatif, réglementaire et jurisprudentiel. Bon, j'insiste parce que j'y reviendrai d'ailleurs. En 1946, Paul Église est probablement très jeune, mais déjà érudit et cinéphile. Sa jeunesse pourrait expliquer l'étonnante présentation qu'on peut lire en tête de cette bibliographie commentée parue sous la rubrique « Documentation ». Pour la clarté de cette enquête, nous avons décidé de donner d'une part un exposé de la doctrine de chacun des milieux intéressés au rapport du cinéma et de la morale, d'autre part une bibliographie aussi complète que possible des ouvrages les plus importants qui y ont trait. Cette bibliographie est établie par M. Paul L'Église, un de nos contemporains. Cette bibliographie est établie par M. Paul L'Église, un de nos contemporains. Bon. Entre 1947 et 1955, Paul L'Église ne fait rien paraître. Il est possible qu'il étudie et travaille en même temps. En 1950, il est cité pour la première fois dans l'annuaire administratif. Il sera répertorié jusqu'en 1981. Il disparaît de l'index à partir de l'édition 82 et aussi il cesse de publier, donc on perd sa trace et peut-être... enfin, bon, on espère qu'il est encore vivant, mais c'est pas sûr. Bon, donc maintenant, voyons dans quelles circonstances il a pu rédiger toute son œuvre. Paul L'Église a donc été fonctionnaire. De 1950 à 1956, il est sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, directeur d'un des 3 centres nationaux d'éducation populaire, celui de Marly-le-Roi, au château du Val-Flory. Bon, je m'aperçois qu'il y a eu une journée d'études où sûrement on a dû parler de ce château du Val-Flory. C'est une très petite unité créée par le décret du 17 octobre 1945 en substitution d'une structure vichiste. En 1956, quand Paul L'Église en part, ce centre s'est fortement développé. Il a été hissé au rang d'institut par le décret du 5 septembre 1953, toujours à l'Éducation nationale, direction de la jeunesse et des sports, service de l'enseignement. Ce centre, puis institut, forme aussi bien des cadres ou animateurs de l'État que des cadres associatifs de l'éducation populaire. Entre 1951 et 1956, parmi les nombreux stages pédagogiques proposés, retenons ceux concernant le cinéma et le nom de quelques intervenants, Chris Marker, Alexandre Astruc, Jean Mitry, ou le critique de cinéma Ado Kirou. Enfin, bon, la liste est plus longue. Leurs interventions à Marly-le-Roi sont coordonnées par Jean Leveugle, directeur pédagogique de 1951 à 1953, puis directement par le directeur Paul L'Église. Bon, ces éléments sont pris dans l'article de Jean-Claude Richer, l'INGEP et l'éducation populaire dans toutes leurs histoires. Vie sociale numéro 4, 2009, on peut lire en ligne. L'Institut forme des cadres supérieurs des organismes agréés et organise des rencontres internationales.
De 1955 à 1956, il a donc engrangé beaucoup de connaissances, ou bien connaissances intellectuelles et connaissances humaines, et maintenant, il a eu beaucoup de relations, et maintenant il écrit et publie, prend la parole, il obtient une mutation du CNC, au CNC, comme chef de service culturel et de court-métrage, rattaché à la sous-direction de la production et des services techniques. Ces attributions évolueront. En 1970-74, les chefs du service action culturelle à la sous-direction de la production et des services techniques. Là, voici ces attributions. Cinéma non commercial, cinéma d'art et d'essai, cinéma pour la jeunesse, promotion culturelle, relations internationales relevant de l'action culturelle de l'UNESCO et du Conseil de l'Europe, pays d'expression française, commission interministérielle et fichier critique des films. Donc, nous verrons toute la palette de ces attributions seront la matière première de ses écrits. En fin de carrière, ces attributions sont plus directement tournées vers la jeunesse. En fait, il renoue avec sa propre jeunesse. En 1980, il est chef du service des études et des actions éducatives qui se trouve 11 rue de Galilée. C'est une adresse qui est connue encore aujourd'hui. L'annuaire administratif de 1981 précise ses attributions, application des dispositions relatives au cinéma non commercial, notamment les rapports avec les ciné-clubs et les associations habilitées à diffuser la culture par le film, problème du cinéma scientifique, industriel ou technique, et plus généralement du cinéma dans ses applications extérieures au domaine du spectacle, problèmes relatifs à l'enseignement du cinéma dans les établissements d'enseignement primaire, secondaire et supérieur, dans ceux qui relèvent du département de la jeunesse et des sports, ainsi que dans les ateliers de création qui en dépendent, relations avec les organisations internationales, l'UNESCO et le Conseil de l'Europe, relations avec les organismes éducatifs des pays d'expression française. Donc maintenant, si je vous projette sa bibliographie, presque exhaustive, mais c'est impossible. Voilà. Vue d'ensemble de cette bibliographie, voilà. Bon. Les couleurs, vous voyez tout ce qui est en rouge, ce sont ces articles. Donc c'est plutôt à partir de 1972 qu'il a écrit beaucoup d'articles. Et il y a ces articles de 1946-47, des articles de 1958 en 1958, autour de 58 et en 1961. Voilà. Et la littérature grise, c'est-à-dire ce qui n'a pas été publié, c'est là où vous voyez des taches bleues. Bon. Donc vous voyez qu'il écrit et publie intensément. Comme on peut en juger par ce tableau, j'ai distingué en rouge les articles parus dans les revues de cinéma, le bleu indique les ouvrages non édités, mais disponibles en bibliothèque, et en gras, les ouvrages sur lesquels je vais dire quelques mots. Ce qui déclenche sa production, c'est son intervention remarquée au Congrès international de filmologie tenu à la Sorbonne en février 1955, où il se révèle spécialiste de l'analyse filmique. Il en résultera un essai intitulé « Une œuvre de pré-cinéma, l'Énéide », avec comme sous-titre « Essai d'analyse filmique du premier champ ». Donc vous voyez son intervention, et puis en 58, une œuvre de pré-cinéma, l'Énéide. Bon. C'est aux Nouvelles Éditions de Brest. La préface est de B. Georgin, professeur à la Cinémathèque de l'enseignement public. Bon. Et à la suite de cette œuvre, qui a eu un très grand succès, qui a animé beaucoup de débats,
hein. En avril 1960, il prend la direction d'un numéro spécial de la revue Âge Nouveau, hein, Préhistoire du cinéma, à la suite des débats qui ont eu lieu. La préface de l'essai, rédigée par Georgin, proviseur chargé de la Cinémathèque de l'enseignement, est très élogieuse et nous renseigne sur Paul Léglise tout autant que l'introduction où l'auteur remercie une belle brochette de professeurs de la Sorbonne, notamment le professeur Franck Castel, directeur de l'École des hautes études. Je cite le proviseur Georgin. « C'est une étude scrupuleuse, approfondie, longuement méditée. C'est une œuvre de science. C'est surtout une œuvre hardie et neuve. Et plus loin, il est, au CNC, le chef du service culturel et des courts-métrages. Il connaît parfaitement la technique cinématographique. Il est aussi un fervent humaniste, amateur, mais bien informé. Il admire et aime les grandes œuvres de l'Antiquité classique. Virgile est un de ses auteurs de prédilection, etc., etc. Et citons aussi la dédicace que Paul Léglise a écrite sur l'exemplaire qu'on trouve à la bibliothèque François Truffaut, qui est une très intéressante, puisqu'on peut dédicace, voilà, et pour, je vais essayer d'augmenter, voilà, vous avez droit à la main, oh zut, ah oui, c'est comme ça, à la main de Paul Léglise, et sa dédicace est à l'adresse de Monsieur Paul-Auguste Harley. Ah. Bon, ben, je ne sais pas si vous verrez. À Monsieur Paul-Auguste Harley, ce livre qui essaie d'intéresser au cinéma les milieux littéraires et universitaires et aussi de les convaincre de l'importance du langage cinématographique, en témoignage de mon admiration et en hommage respectueusement amical. Paul Léglise. Bon, peut-être tout le monde connaît Paul-Auguste Harley, qui était producteur et journaliste, qui avait investi et s'était investi dans la création de la Cinémathèque, dont il a été le premier président en 1936. Il fut aussi propriétaire et directeur de la revue La Cinématographie française, qui fut une des sources les plus utilisées, presque totalement utilisée, par Paul Léglise pour rédiger son histoire. Le livre a fait grand bruit. Aujourd'hui encore, la thèse répandue par Paul Léglise d'une préhistoire du cinéma dans les œuvres de l'Antiquité continue de faire débat. Pour preuve, l'ouvrage de Marc Azéma, La préhistoire du cinéma, origine paléolithique de la narration graphique et du cinématographe, préface de Jean-Claude et Bertrand Tavernier, Paris, Errance 2011, 300 pages plus DVD. Un article de François-Ami de la Bretèque sur cet ouvrage, apparu dans la revue 1895, numéro 69, 2013, on peut le consulter en ligne. Marc Azéma est un préhistorien membre de l'équipe scientifique chargée d'étudier la grotte Chauvet et il pense retrouver dans les scènes peintes de la grotte une pensée artistique comparable à celle qui anime l'art cinématographique. Paul Léglise produira un autre écrit, disons de critique littéraire, seulement en juin 1972, pour un article de la revue Cinéma. Cinéastes et romanciers vont-ils s'éloigner ou s'approcher? Tous ces autres écrits sont des écrits professionnels, je le reviens, qui nous renseignent tout autant sur ses activités, ses compétences, les relations, parfois même les opinions d'un fonctionnaire de l'État, tout autant que sur les politiques gouvernementales. Bon. Autre exemple, toute la production écrite suscitée par la conférence de Berne du 7 au 11 mars 1966.
Paul L'Église rédige un rapport préliminaire, puis il publie le texte de la conférence, enfin il publie le rapport final sous son nom. Autre grosse entreprise, la publication de son ouvrage, très important, Le cinéma d'art et d'essai. Alors, vous voyez le nombre de versions et sa publication s'étale sur une dizaine d'années et chaque cote différente indique une version différente de l'ouvrage. D'abord une étude et ensuite un ouvrage de 178 pages, avec des organismes qui l'éditent différents, mais tous à la documentation française. Alors, on note aussi l'extension géographique du sujet. Il commence toujours par faire une étude concernant la France et ensuite il fait une étude concernant le monde au niveau international. Alors, je termine par le plus important, c'est-à-dire en quoi est-ce que c'est un outil et en quoi cette histoire de la politique du cinéma français est absolument essentielle. Dès son arrivée au CNC le 5 septembre 1956, Paul L'Église rédige une note sur l'établissement qu'il accueille pour le défendre, note sur un projet de réforme du CNC. Cette note, conservée ici sous la cote 2008-002/72, a été éditée par Dimitri Veziroglu dans l'ouvrage collectif qu'il a dirigé, Le cinéma, une affaire d'État, 1945-1970, documentation française, paru en 2014. Oui, c'est une réponse au groupe des 30 qui avait contesté les missions du CNC et refusait une centralisation entre les mains de l'État. Je cite le résumé écrit par M. Veziroglu. Paul... oui, ben non, je n'ai pas le temps de le citer. Bon, disons que Paul L'Église, donc Paul L'Église prend appui de matière importante sur les discours énoncés dans les années 1930 en faveur d'une nécessaire centralisation des problèmes concernant le secteur du cinéma. Désireuse de rejeter la critique d'un système administratif qui aurait été élaboré sous Vichy, cette posture sera réitérée par l'Église lors de l'écriture de l'introduction du premier tome de son histoire de la politique du cinéma français, édité en 1970. Voilà. Donc, l'ouvrage de Paul L'Église est déjà essentiel justement parce qu'il a une idée sur l'histoire administrative de la politique du cinéma français, c'est-à-dire qu'il voit qu'il y a une continuité de politique entre l'avant-guerre et l'après-guerre pour l'organisation administrative du cinéma. Bon, alors je mets page 5. Dernier point, ben, le mot tableau, page 5, je pense que je ne vois pas la page. Page 5, voilà, page 5. Voilà. Eh bien, voyons donc comment a vécu, quelle a été l'histoire de l'ouvrage Histoire de la politique du cinéma français. Hein. Vous voyez donc que c'est en 70 que paraît le premier tome, La Troisième République. En 77, le tome 2, Entre deux républiques, 1940-1946. Et puis ensuite, ces deux tomes sont vraiment bien répandus. Surtout le premier tome, à peu près beaucoup de bibliothèques disposent du premier tome, un peu moins de bibliothèques disposent du tome second, mais par contre, le dernier
les tomes, ce qui devait être le dernier tome, la Histoire de la politique du cinéma français, tome 3, 4e et 5e République, les 35 premières années du CNC. En fin de compte, moi je n'ai pas trouvé d'ouvrage véritablement édité, imprimé. J'ai trouvé simplement l'histoire de la politique du cinéma français, c'est à la Cinémathèque, à la bibliothèque du film de la Cinémathèque, on le trouve aussi dans, je crois, au CNC. Tome 3, c'est écrit 4e et 5e République, mais en réalité, on ne dispose que d'une version tapuscrit, brochée, et seulement la première partie sur la 4e République. Il n'a pas eu le temps d'aller jusqu'à l'époque qui le concerne, 1981. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1977, au moment où il sortait le 2e tome, il avait déjà à disposition une version de travail d'une partie du 3e tome, c'est-à-dire ce qui concerne la période de 1947 à 1977. Et c'est simplement, cette version de travail, c'est simplement dans l'instrument de recherche 2005-05-82/78 aux archives que j'ai pu la consulter. Ça se trouve dans les papiers de Pierre Viau, qui était donc le directeur du CNC. Et nous avons d'abord une version de travail que Paul Léglise dit avoir transmise à l'éditeur. Il en donne un exemplaire à Pierre Viau. On sent que ce n'est pas achevé. Et Pierre Viau, lui, rédige, on a ses notes et ses brouillons, une politique française du cinéma, bilan 1974-1980, perspectives. Et voilà, c'est tout ce qui concerne la fin, les années jusqu'à 1980. Ça n'a pas été... Paul Léglise n'a pas pu éditer, apparemment, je ne sais pas, il devait avoir de gros problèmes, parce que son objectif, il ne l'a pas atteint. Et en 1980, il écrit tout de même dans les cahiers de la Cinémathèque numéro 33-34, les institutions cinématographiques des années 20, et là, en fin de compte, il complète la première partie de son histoire, du premier tome de son histoire, où les années 20 sont traitées très rapidement. Le premier tome de l'histoire est très détaillé à partir de 1928. En quoi est-ce que c'est un outil ah oui, je n'ai même pas besoin de conclure en ce qui concerne le fait que ce qui manque à l'histoire de la politique du cinéma, c'est le recours aux archives. Même s'il y a eu l'inventaire d'Elisabeth Dunant est sorti en 1959, mais apparemment toutes ses notes et tout son travail de recherche a été fait avant. Il n'a pas pu voir ces archives. Et il n'y a que Jean Bancal qui a regardé les archives de en 1934, quand il a fait sa thèse. Et je vous fais remarquer qu'en 1950 ou en 1959, Paul Léglise ne pouvait pas consulter les archives consultées par Jean Bancal, puisque une partie d'entre elles ont sûrement dû se trouver dans les archives volées par les nazis
et se sont retrouvés dans les archives de Moscou. Voilà.